Bonsoir Maurice. Bonsoir Robert. Comment vas-tu mon cher Maurice? Bon, Robert, j'ai plein de choses à te dire. D'abord, il faut que je te raconte une blague. Avec qu'est-ce que tu veux me raconter? Et est-ce que c'est l'histoire du mari qui rentre chez sa femme avec un poulet? Non, c'est pas celle-là. Celle-là, je la raconterai une autre fois. Non, c'est l'histoire d'un rabbin qui sort de la synagogue et il a entre les bras la Torah. Et il monte à bord d'un taxi. Le taxi fuse dans la ville et s'arrête à un feu rouge. Et là, t'as un voleur qui arrive, qui pète la vitre, s'empare de la Torah et essaye de s'enfuir. Sauf que le chauffeur est assez vif. Il sort, il chope le voleur et commence à le tabasser avec une grande violence, une grande fougue. Et t'as le rabbin, il est là, il fait « Arrêtez, arrêtez, arrêtez !» L'autre, le chauffeur, il l'écoute pas, il continue à le ruer de coups. C'est assez violent. Le rabbin, il est là, il fait « Arrêtez, arrêtez !» Et pendant ce temps, le voleur, il est en sang complètement défoncé. Le chauffeur, il continue. Pendant ce temps, le rabbin, il continue de crier, de faire « Arrêtez, arrêtez !» En fin de compte, le chauffeur réussit à récupérer la Torah. Le voleur s'en va en boitant du mieux qu'il peut. Et remonte dans sa taxi, il fait « Mais enfin, voilà, je vous ai récupéré votre livre sacré. Pourquoi vous me dites d'arrêter ?» Il fait « Non, le compteur, arrêtez, arrêtez !» Ah, Bon, nous sommes c'est bien vu malgré tout, hein, c'est bien vu. Moi j'ai vécu une histoire un peu comme ça avec un taxi à Rome. Un taxi que j'avais commandé sur Uber et il mettait beaucoup de temps à arriver. En fait, il était à 3 minutes en voiture de nous et il a décidé de faire plein de détours avant de nous rejoindre pour faire tourner le compteur. Hein. Qui sait, peut-être qu'il avait croisé un voleur de Torah. Et, peut-être. Et finalement, c'est vrai que les Romains on l'a décommissionné. Les Romains ont tendance à détruire ce qui appartient aux Juifs. Bon, en tout cas, la deuxième chose que je voulais te dire, mon cher Robert, c'est que je suis tombé du côté obscur de la force. J'ai quitté officiellement le régime des actifs pour rejoindre le régime des oisifs. Et de quelle façon? Es-tu devenu retraité, danseur, prof, chômeur? Malheureusement, oui, je suis devenu chômeur, ou du moins sur le point de le devenir, car j'ai eu des péripéties professionnelles qui m'ont conduit à négocier une rupture conventionnelle, ce qui fait que j'ai 1 mois pour retrouver du boulot et, en fin de compte, rester dans ce cercle très fermé et très prisé des jeunes actifs. Ah ben, tu peux, nonobstant, être activement au chômage, mon cher Maurice. D'ailleurs, je voulais te dire que j'ai changé un peu d'avis sur les chômeurs. Figure-toi qu'à force de travailler et à force de cotiser pour l'assurance chômage, je me dis quand même, malgré tout, avec tout ce qu'on nous vole, ça fait du bien quand même de temps en temps de pouvoir se mettre les doigts de pied en éventail, de lire Harry Potter à l'école des sorciers et de toucher son chômage pendant 6 mois. Peut-être récupérerai-je ainsi mes juteuses cotisations dûment versées pendant toutes ces années. On verra. En attendant, soyez rassurés, Maurice se débrouille et il y a déjà plusieurs entretiens en perspective. Mais à propos de cotisations versées, mon cher Maurice, ça me fait penser que ça fait longtemps que nous n'avons pas fait d'instant contribuable. Ah, lançons le jingle. On ouvre l'instant contribuable. La taxe foncière. Ah, merveilleux. On calcule la valeur locative cadastrale, Ouais. on la divise par 2 et on multiplie cette Oui, valeur alors, par instant le- contribuable, il est de retour pour cette saison 4 qui ne finit plus, on vous a gâté. Et alors, cette fois, on va vous faire un instant contribuable tout trouvé grâce à un tableau. Mais de quel tableau allons-nous parler, mon cher Robert? Nous allons parler du tableau de la dépense publique. Alors, mon cher Maurice, la dépense publique n'est pas à confondre avec la dépense de l'État. La dépense publique, c'est encore plus large, hein, c'est pas juste l'État, c'est les collectivités, c'est les caisses en tout genre. Et on a trouvé un tableau incroyable qui présente succinctement comment sont investis 1000 euros de dépenses publiques. Alors la dépense publique, hein, vous savez, ça représente 57% du PIB, donc ça se compte plutôt en milliards d'euros.
pour que les choses soient plus simples à appréhender pour nous, pauvres petits contribuables qui sont qui sont volés ou qui sont plutôt soudoyés chaque mois par l'État, eh bien on a fait ce petit tableau. C'est un tableau de l'INSEE qui permet du coup de savoir comment sont dépensés 1 000 € de dépenses publiques. Alors, mon cher Maurice, est-ce que tu as été surpris en voyant ce tableau? Alors, surpris, non, car je m'en doutais, mais peut-être que nos auditeurs vont l'être. Et alors, comme tu l'as dit, c'est un tableau qui reprend sur 1 000 € de dépenses publiques, l'allocation ligne par ligne et service par service. C'est comme un poste pourcentage, par poste. C'est un pourmillage. Voilà, c'est un pourmillage. Donc on voit bien où part l'argent à chaque fois. Alors, ça me fait penser à une chose que j'avais apprise en droit fiscal, et ce qui m'avait d'ailleurs assez choqué. C'est un principe, alors j'ai plus le nom exact du principe, mais je crois que c'était quelque chose comme principe de non-affectation fiscale, où en gros, on ne peut pas savoir où va l'argent que j'ai payé aux impôts. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, les 100 € que Maurice Dujambon a versé cette année ont été attribués à tel et tel endroit. On met tout dans une grande tambouille et ensuite les dépenses sont faites de la même façon pour tout le monde. Mais là, cette fois, on peut au moins savoir où va l'argent poste par poste. Et moi, je te propose de commencer par la fin, parce que le début de ce tableau est croustillant. On vous le partagera sur Twitter, bien sûr, ou sur notre incroyable canal Telegram qu'il faut de ce pas rejoindre. C'est ce que j'allais dire. Surtout rejoignez le Telegram, il est très rigolo et vous aurez accès à toutes nos données. Alors, on va commencer par vous décrire la dépense publique et en fin d'épisode, on va se lancer un petit défi pour être en mesure d'améliorer les dépenses publiques et de les rendre plus efficaces et éviter toute forme de déficit. Alors, mon cher Maurice, on commence avec la charge de la dette. Donc, comme tu sais, l'État notamment s'endette afin de pouvoir financer ses activités, que ce soit des dépenses d'investissement ou des dépenses de fonctionnement, ce qui est un peu plus triste. Et il lève des capitaux sur les marchés financiers qui se transforment en obligations d'État qui permettent à nos assureurs et nos banquiers de créer tout un tas de fonds qu'ils distribueront dans les assurances vie et dans les fonds de pension des retraités. Et l'État va devoir payer des intérêts sur cette dette, va devoir rembourser la dette au fur et à mesure du temps. Et à ton avis, la charge de la dette, pour 1 000 €, ça représente combien? Eh ben, je l'ai sous les yeux et c'est 37 €, donc 3,7%. 3,7%, c'est ça. Moi, je vois pas grand-chose à dire de plus sur ça. Je pensais que ça serait quand même beaucoup plus, parce que tu vois, on nous parle souvent de l'endettement public, etc. L'endettement public qui est très élevé, mais au regard de tout ce qui est dépensé, ça semble pas n'importe quoi. Après, il faudrait savoir sur combien d'années ça s'étale, parce que, comme tu le sais, quand tu empruntes un bien, quand tu empruntes un crédit auprès de la banque pour payer une maison et que ton taux est à 4 ou 5%, sur 25 ans, finalement, tu payes quasiment le double de ce que tu as emprunté. Ah ben c'est simple, un crédit de 20 ans à 5%, vous payez le double du crédit. Donc ici, si on est à 3,7% sur un siècle, je vous laisse imaginer ce qu'on va devoir débourser. Alors, on a quand même la chance d'avoir eu pendant très longtemps des taux négatifs, qui se répercutaient comme des taux qui étaient quasiment nuls, en tout cas qui étaient des taux réels nuls vis-à-vis de l'inflation, nuls ou négatifs vis-à-vis de l'inflation. Et donc, je pense que là, l'État s'est assez bien débrouillé parce qu'il va réussir à rembourser en monnaie de singe tout un tas de créanciers. On remercie l'inflation. On remercie l'inflation et les taux zéro. Oui, d'ailleurs, veuillez m'excuser, je suis un peu fatigué et ce que j'ai dit avant n'avait absolument aucun sens. Je viens de m'en rendre compte. C'est la fatigue. On a notre cher Maurice qui dit n'importe quoi et on a Robert qui bégaye. Voilà, 3,7%, c'est la dépense publique, mais les taux d'emprunt sont évidemment pas à 3,7%. Pardonnez-moi. Reprenons.
Quelle est donc la deuxième ligne? Les administrations publiques. Alors, les administrations publiques, tu connais ça, c'est le service des impôts, c'est les mairies, les collectivités, toutes les préfectures où tu vois tout un tas de secrétaires glandés. Tu sais, les fameuses préfectures dans lesquelles tu es obligé de te déplacer sur une fourchette allant de 10h à midi ou de 14h à 15h quand tu veux un acte de naissance. Oui, alors le lundi, ils sont en arrêt maladie, le mardi, ils sont en formation, le mercredi, ils sont en grève, le jeudi, il y a piscine, et le vendredi, c'est en congé. Et oui, ils sont en congé et sinon ils sont débordés. Voilà, parce que on sait bien que un fonctionnaire en mairie, c'est un fonctionnaire débordé. Exactement. Bon, alors, pour le fonctionnement de nos administrations publiques, nous payons sur les 1 000 euros de dépenses publiques, nous payons combien? Nous payons 66 euros, donc 6,6. 6,6%. Donc c'est quand même une grosse somme d'argent. Et combien toi tu mettrais dans l'administration publique? Alors combien moi je mettrais dans l'administration publique? Si tu étais chef d'État, tu pouvais allouer librement. Si j'étais chef d'État, eh bien je mettrais sans doute beaucoup moins. Tout simplement parce que j'ai envie d'avoir des administrations qui me fournissent un acte de naissance quand je le demande. Et moi j'informatiserais tout ça. On ferait du gros afuera. Et on mettrait que des contractuels, comme ça on aurait beaucoup moins de gens débordés. D'accord, dans ce cas, afuera. Afuera! Alors attends, ambassade, consulat, collectivité territoriale. Il faut informatiser tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour informatiser tout ça? Pour automatiser tout ça? Il nous faut de l'intelligence artificielle. Mais comment est-ce qu'on trouve des bonnes intelligences artificielles, mon cher Maurice? En faisant de la recherche. En faisant de la recherche. Alors la recherche, de tout temps, on nous dit que on investit très peu. C'est un peu un leitmotiv des gens qui encensent la dépense publique en disant on n'investit pas assez dans la recherche en France, etc. Et ici, ayant les chiffres sous les yeux, nous sommes à 2,3%, donc 23 euros. Eh bien, la recherche, malgré tout, ce qui est un peu compliqué quand on dit qu'on n'investit pas assez dans la recherche, c'est que la recherche, elle peut être publique comme elle peut être privée. On a beaucoup de sociétés qui investissent énormément, et d'ailleurs, il faut savoir que la France est une forme de paradis fiscal pour la recherche via grâce au le crédit impôt recherche. Ça, c'est une grosse niche. Après, moi, si je veux me faire quand même un peu l'avocat du diable, ou en tout cas mettre plutôt un peu d'eau dans notre vin, j'ai un tableau, je te divulgage, mais j'ai l'équivalent du tableau actuel des 1 000 euros de dépenses publiques, mais pour la dépense publique française de 1995, et je peux t'affirmer que la recherche a doublé, la part allouée à la recherche, pardon. Il faudrait comparer le tableau avec ceux d'autres pays. Ah oui. Les États-Unis, combien dépensent les États-Unis en recherche? On pourrait revenir d'ailleurs sur ce fameux rapport de Mario Draghi qui pointe du doigt le sous-investissement dans la recherche au sein de l'Union européenne. En disant justement que les US investissent plus? Ah oui, ils investissent beaucoup plus. Ils investissent plus, mais en fait la grosse différence qu'il y a entre les Européens et les Américains, c'est pas tant l'investissement que la capacité à transformer de la recherche en projet commercial. Et en Europe, on sait faire de la recherche, on sait faire des brevets, on sait faire des startups, mais derrière, il n'y a pas les institutions et les mécanismes financiers qui permettent de faire grandir et de transformer ces projets en entreprises de taille intermédiaire et puis ensuite en grosse entreprise. Et à côté de ça, on a un poids bureaucratique et législatif qui freine l'innovation. Pour continuer, nous avons vu la recherche. Pour devenir chercheur, il faut faire de belles études, effectivement. Et alors, nous tombons donc dans la case de l'éducation. Et donc, je te laisse nous dire à combien nous sommes. Eh bien, à la case de l'éducation, on est presque à 10%. C'est-à-dire qu'on a 96 euros sur 1 000 euros. On n'a pas beaucoup changé par rapport à 1995 où on était à 105 euros sur 1 000 euros. Donc, relativement, on a un peu baissé, mais on voit quand même globalement que c'est assez stable.
L'éducation, ça représente quand même beaucoup plus que la recherche. Bah, c'est le troisième poste de défense de dépenses dans le tableau. C'est le troisième poste. Nonobstant, il est très loin du premier. Oui, on réserve le meilleur pour la fin. Et d'ailleurs, l'éducation, ça comprend beaucoup de choses. Donc ça va comprendre évidemment tous les établissements publics, mais ça va aussi comprendre tous les établissements privés qui reçoivent des subventions, notamment tous les établissements sous contrat. Sous contrat, oui, bien sûr. Mais par contre, je ne pense pas que notre ami Emeric, l'entrepreneur, touche de l'argent du budget de l'éducation. Je ne pense pas non plus. Mais avec un tel poste de dépense pour l'éducation, les petits Français, nos petites têtes blondes et crépues, devraient briller dans les classements. Par exemple, au classement PISA, j'imagine qu'on doit être en tête du classement. Non, je crois qu'on n'est pas dans les premiers. Et assez curieusement, il me semble que les Allemands et les Américains sont pas très bons non plus. Mais alors d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur l'éducation. Il se trouve que je connais quelqu'un qui est devenu prof. C'était sa passion. C'est quelqu'un qui avait la passion du fonctionnariat et de l'éducation. Une âme charitable, très à gauche. Et que j'embrasse d'ailleurs. Et qui est devenu prof au collège. Et après 2 jours de boulot, elle est déjà déprimée, elle est déjà dépressive. Comme quoi être prof dans le public, un prof dans le public, c'est un prof déprimé. Un fonctionnaire dans une administration, c'est un fonctionnaire débordé. Et un prof dans le public, c'est un fonctionnaire déprimé. Voilà. On embrasse tous les profs qui nous écoutent. Tous les fonctionnaires. C'est-à-dire un actif sur 5. Je tiens à te poser une question. Donc, on parle souvent de l'État. Et alors l'État, il peut avoir plusieurs formes. Il peut être providence, il peut être régalien, il peut être, que sais-je, il peut être liquide, solide, gazeux. Et il se trouve que on a une petite composante, qui est régalienne dans l'État français. C'est peut-être pas la plus grosse. Et j'aimerais que tu détermines si cet État régalien est plus proche du régalien ou plus proche du gazeux. L'État raélien, peut-être. Raélien, je suis raélien. Alors, pour le régalien, c'est censé être le cœur même de la machine étatique, du Léviathan de John Locke. Tu vois, c'est tout ce qui est sécurité, tout ce qui est défense extérieure, tout ce qui est justice. Donc, on devrait se dire que nos dépenses de notre enveloppe des impôts des Français devraient constituer le dur de notre investissement. Et en fin de compte, on constate que c'est loin d'être le cas. Loin d'être le cas. Et c'est aujourd'hui à 6%. Donc le régalien, ça comprend la défense, la sécurité et la justice. Et il se trouve que déjà en 95, alors qu'à l'époque on avait quand même un budget militaire qui était un peu plus conséquent, au sortir de la guerre froide, etc., on était déjà qu'à 7%. Et alors moi je suis assez surpris parce que je me souviens des images des Jeux Olympiques, mais avant ça, des manifestations contre les retraites ou des gilets jaunes, on a vu des CRS avec des tenues flambant neuves et des espèces de lanceurs de balles de défense super modernes. Et il se trouve que en fait ils ont pas d'argent, mais bon, ils ont des pistolets à boules et ça c'est très bien. Non mais surtout dans le régalien, on a le poste le plus faible de notre liste, qui est la justice. 4 euros, donc 0,4%. C'est... non, pardon. Oui, c'est 0,4%. Si, oui, c'est ça, c'est 0,4%, donc c'est vraiment hyper faible. Et en fin de compte, la justice, moi, bon, je prêche pour ma paroisse, bien sûr, étant juriste, mais en fin de compte, ça a quand même un rôle économique de taille, car ça permet de garantir le bon fonctionnement des accords passés entre monsieur et madame tout le monde, entre les entreprises, sans laquelle ça serait un peu l'anarchie.
Et donc nos magistrats sont totalement démunis. Et ce qui explique aussi peut-être qu'il y ait des procès qui durent si longtemps et qu'on voit dans les journaux des histoires où on a des délinquants multirécidivistes qui sont laissés en liberté, faute de moyens, faute de place en prison. Oui, c'est apparemment le plus gros problème qu'il y a au sein du régalien, c'est pas le nombre de flics, c'est vraiment clairement la justice, le manque de moyens de la justice. On n'a pas assez de magistrats, pas assez de gens pour traiter tous les cas, ce qui fait qu'on a des cas qui sont traités en retard, voire des cas qui sont maltraités ou passés à la trappe. Je crois que c'est la Cour de cassation qui se réserve le droit de refuser de traiter des cas sans avoir à donner de motifs. Enfin, alors oui, mais c'est assez terrible, ça. Oui, c'est quand le pourvoi est rejeté ou quand la question n'est pas suffisamment sérieuse, mais c'est un peu particulier. Mais oui, effectivement, je sais qu'on a eu sous la présidence Macron un effort qui a été fait en termes de recrutement de magistrats. Et je crois qu'ils ont doublé le nombre de places offertes à l'issue du concours. Mais bon, si vous jetez un coup d'œil dans les tribunaux, vous verrez que tout le matériel est totalement vétuste. Vous avez des vieux ordinateurs des années 2000, des Windows XP, enfin, c'est un peu une catastrophe. Ils ont des protocoles de sécurité qui sont pourris. Beaucoup de choses se font encore au papier. Donc c'est un peu une catastrophe. Alors je tiens malgré tout à nuancer un peu notre propos parce que ça pourrait être pire. On a à côté de nous un pays qui s'appelle non, pire que l'Italie, un pays qui s'appelle l'Angleterre, dans lequel on a des juges qui mettent des perruques. Des juges qui ressemblent à des espèces de folles. Et qui mettent les gens en prison parce qu'ils ont fait un tweet. Exactement. Ou ils ont liké un tweet. Et franchement, entre une justice inefficace à la française qui utilise Windows XP et une justice expéditive où tu es envoyé en tôle par un mec qui porte une perruque, je pense quand même que la justice française est à mon sens beaucoup plus humaine. Non, mais au-delà de parler de la simple justice pénale, nous, ce qui nous intéresse, c'est la justice civile et commerciale. C'est-à-dire pouvoir faire tourner des affaires sans devoir attendre 6 ans parce que tu as un partenaire commercial qui t'a pas payé. C'est fondamental dans une société libérale et capitaliste. Ah ben clairement, le respect du contrat, c'est la base pour avoir toute activité commerciale et libre. On peut passer à la suite. Et cette fois, on va devoir rentrer un peu plus dans le granulaire, car on a toutes les dépenses secteur par secteur. Donc là, j'ai sous les yeux les affaires économiques. Donc j'imagine que c'est aide aux entreprises, oui voilà, subventions, avance pour l'innovation, crédit impôt entreprise. Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Les transports, le réseau routier, le réseau ferroviaire, la culture, l'environnement, les infrastructures, et il donne un exemple, l'éclairage public. Je tiens quand même à dire que cette qualification des crédits d'impôt comme de la dépense publique, c'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu bizarre. Comptablement, ça se comprend, le fait de dire que ne pas toucher une rentrée d'argent, ça équivaut à dépenser cet argent, entre guillemets. Mais pour moi, le crédit d'impôt, ce n'est pas de l'argent donné aux entreprises, c'est juste de l'argent que tu leur as pas volé. Tout à fait. Alors, ouais, donc, reprenons donc le soutien aux affaires économiques. Oui, il faut savoir qu'on est un pays qui fonctionne beaucoup à la subvention. Le soutien aux ENR, hein, on se souvient tous de toutes les arnaques qu'il y a eu autour des pompes à chaleur, des panneaux solaires, etc. Des trucs qui marchent plus, mais qui ont été financés à fond. Enfin bref, je fais un peu le droit tardé. Mais malgré tout, mon cher Maurice, j'aimerais avoir ton sentiment sur ça. Est-ce que c'est positif d'avoir des collectivités et un État qui est capable de soutenir l'activité privée? Non, c'est la réponse instinctive et non. On l'a vu avec la crise du Covid, où tu as tout un tas d'entreprises zombies qui ont été maintenues par des subventions qui n'auraient pas lieu d'être et qui font beaucoup plus de mal que de bien. Mais tu as aussi tout un tas d'entreprises qui n'auraient pas dû
se retrouver dans cette situation-là et qui ont pu survivre grâce à ces aides, non? Lesquels? Bah, je pense tout simplement aux boulangeries, Les aux boulangeries, restaurants, oui, bon. etc. Peut-être y avait-il d'autres moyens de les aider, comme par exemple de ne pas les fermer administrativement. Ça, Alors là, c'est un avis personnel. tu m'ôtes les mots de la bouche, hein. Très bien. Mais alors, en tout cas, il y a beaucoup de lignes dans cette case que j'aimerais passer à la tronçonneuse de Monsieur Milei. En les arrachant du tableau en faisant afuera, notamment culture. Alors, ça dépend. Culture, ça dépend. Peut-être pas totalement afuera parce que on a des monuments qui sont dans le domaine public et qui, n'étant pas privés, ne peuvent pas se gérer tout seuls. Et pour lesquels il serait dangereux de les remettre aux mains du privé. Donc, peut-être passer de 2,2% à moins de 1%, enfin, ça se négocie, il faudrait voir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas, parce qu'il y a à boire et à manger. Hein, Alors, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pourquoi? Parce que, comme je te disais, je reviens de vacances à Rome. Je reviens d'un Arboy Summer. Et à Rome, j'ai visité la Villa Borghese. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, la Villa Borghese, c'est très beau, tout est très bien entretenu. Comment se fait-il que dans la Villa Borghese, tout soit si beau, alors que dans les autres musées, qui peuvent être très beaux, soit dit en passant, les œuvres sont beaucoup moins bien entretenues. Et j'ai découvert que la Villa Borghese, il y a quelques dizaines d'années, était encore privée. Très bien, dans ce cas, nous pouvons d'autant plus réduire la part allouée à la culture, d'autant que si c'est pour financer le Louvre, ok. Si c'est pour financer je ne sais quel événement de saltimbanque, ils vont faire des peintures avec le bout de leur nez, bon, peut-être un peu moins bien. Oui, ou même on peut penser de manière plus large au cinéma et au milieu culturel. Alors le cinéma, il n'y a pas une semaine où je tombe pas sur un tweet d'un certain communiste qui est assez virulent sur les réseaux, qui revient sans arrêt en bataille pour défendre le financement du cinéma en France, en soutenant que sans le financement du cinéma, il y aurait tout un tas de films qui n'auraient jamais vu le jour. Oui, Vaincre ou mourir, par exemple. Moi, je pense que Vaincre ou mourir, c'est l'exemple de pourquoi il ne faut pas de CNC. les tuches 6, le retour. Mais d'ailleurs, ça mériterait un épisode dédié, le financement du cinéma. Ouais, mais on n'est pas assez calé. Il faudrait inviter quelqu'un. Ouais, mais pour moi, c'est quand même un domaine dans lequel le financement privé fonctionne en partie. On voit bien hein, tous les films qui sont financés par TF1, par le groupe Canal, par M6, etc. Ouais. Moi, je veux m'insurger contre l'idée que le cinéma français serait nul. D'accord, il y a plein de comédies qui sont pas forcément de très bonne facture, mais on a aussi à côté de ça beaucoup de bons films. Et ce que je trouve un peu dommage dans tous les arguments en faveur de la dépense publique, c'est qu'ils disent que, en gros, on ne pourrait pas avoir des films de cette qualité si on n'avait pas l'État au travers du CNC qui nous piquait notre argent pour le distribuer à tout un tas de films. Et en fait, non, moi je pense que au contraire, on a des cinéastes et on a des artistes qui sont talentueux et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des gros chèques publics pour faire leurs films. Et ils ont encore moins besoin d'avoir toujours les mêmes têtes d'affiche qu'on connaît, hein, les Cadmerade et compagnie, pour avoir des films qui marchent. Ouais, à faire. Bon, après le reste, hein, réseau ferroviaire, environnement, infrastructure, bon, on s'en fout. Moi, je te propose de passer au dernier gros secteur. Celui qui nous intéresse le plus. Alors, on vient d'énumérer 1, 2, 3, 4, 5 secteurs. Et à ton avis, ces 5 secteurs qu'on a énumérés, quand on cumule ce qui représente pour 1000 euros de dépenses publiques, combien ça représente? Surtout que il y en a pas des moindres, hein, parce que on pourrait se dire la défense ça coûte un bras,
Bon, l'éducation aussi, le régalien, les administrations publiques, l'investissement auprès des entreprises, les subventions, l'environnement. Eh ben, on est à moins de la moitié. On est à moins de la moitié car il reste les protections sociales. Oh Alors, là les là. protections sociales, Putain. ça comprend les aides, dont autre solidarité, donc le RSA, la prime d'activité, les aides au logement, hein, comme les APL. Donc les APL, Les APL. ça fait partie des choses qui n'ont pas trop évolué depuis 1995. On a les... Appel qui représente presque 4 fois la justice. 4 fois la justice pour permettre aux rentiers du logement de pouvoir faire des loyers plus chers. Hein. Non mais ça c'est fantastique. Rendez-vous compte quand même qu'avec les aides au logement, on augmente artificiellement l'offre, enfin pardon, la demande en logement, parce qu'on distribue de l'argent à droite à gauche, ce qui permet aux propriétaires d'augmenter leur loyer. Et en fait tout cet argent qu'on a transféré dans les poches des proprios, ben, il aurait pu aller dans la justice, dans le régalien, la recherche, etc. Ou simplement rester dans notre portefeuille de base. Ce qui est encore plus plaisant. Ensuite, on a le Chômage. chômage. On tombe Bah, ça, c'est pour toi, à Boris, hein. 3,5. Ouais, bah, je prends, merci. Pour le chômage, hein, qui vient quand même de la poche des travailleurs. D'ailleurs, il faut saluer quand même Macron parce que avant qu'il réforme le chômage, eh bien, c'était une caisse parfaitement déficitaire et elle est aujourd'hui excédentaire. Donc, bravo Macron, au moins tu as réussi quand même quelques trucs en ce qui concerne les dépenses publiques. Ensuite, on a les aides à la famille, les allocations familiales. Alors, mon cher Maurice, est-ce que tu touches les allocations familiales ? Je n'ai jamais touché un seul centime d'argent public, mon cher Robert. Et non seulement je ne touche pas l'allocation familiale, mais je me demande comment se fait-il qu'on dépense autant d'argent, parce que c'est quelque chose comme 4,2% de l'enveloppe, alors que nous faisons de moins en moins d'enfants. Eh bien, je pense qu'on est un peu dans un cas d'un serpent qui se mord la queue. On aimerait arroser les gens de fric pour qu'ils fassent des enfants, mais malheureusement, on leur ponctionne trop de fric, donc ils ne font pas d'enfants. On reprend ce qu'on a donné, on reprend avec une main ce qu'on a donné avec l'autre. Et alors, après, on va arriver dans le domaine de l'assurance maladie. Là, Est-ce que tu connais ça, l'assurance maladie ? Ça, c'est le fleuron du système français, c'est notre Graal à nous, l'intouchable carte vitale. Le meilleur système de santé au monde. Hein. Moi, Meilleur système. Alors, en ce qui me concerne, j'ai pas de médecin traitant et la seule fois où j'ai eu besoin de voir un médecin depuis que je suis majeur, eh bien, il y en avait aucun dispo avant 2 semaines. Donc merci le meilleur système de santé au monde. Merci aussi ce meilleur système de santé au monde qui permet à mes grands-parents, hein, quand ils sont en mauvaise santé, de se voir refuser l'accès aux services publics et de finir dans une clinique privée. Vraiment, on vous aime. Et est-ce que toi tu as des anecdotes croustillantes à nous raconter à propos du meilleur système de santé au monde ? Bah, je vous renvoie à l'épisode où je vous ai expliqué comment j'avais été si bien accueilli quand je me suis cassé le bras au mois d'avril. Mais mis à part ça, je suis récemment allé à l'hôpital pour consulter un orthopédiste. Ma séance a duré 5 minutes, mon cher Robert, où il m'a simplement dit d'aller me faire voir. Et alors la protection sociale, Ah oui. ça représente combien de pourcentage de la dépense publique ? Ah bah 19%. 19% 19%, tu veux dire que c'est 10 fois la recherche ? 19%. C'est 2 fois l'éducation ? Putain, c'est combien de fois la défense déjà ? C'est combien la défense ? 3,1 ? À 3,1. Ah ben c'est 6 fois la défense. Tout ça pour que Vanessa puisse sécher les cours de PS. Ouais. En tout cas, bravo l'assurance maladie. L'assurance maladie qui n'a pas beaucoup augmenté depuis 1995. En 1995, c'était 18%, aujourd'hui 19%.
bon, l'un dans l'autre, c'est pas énorme comme progression. Bah, surtout que c'était quoi, un 18 et aujourd'hui c'est 19 et on s'est pas dit, tiens, avec tous les moyens technologiques à disposition, tous nos étudiants qui font des études en médecine, les infrastructures déjà existantes et qu'on n'a pas à recréer, on aurait pu se dire, bah tiens, on aurait baissé les frais. Et en fait, non, on les a augmentés. Ah bah oui, il faut bien payer tous les fonctionnaires débordés qu'on a créés dans les hôpitaux pour pouvoir compter les blues Oui. et les agrafes consommées. Alors, moi, j'ai un ami qui travaille pour l'hôpital. Alors lui, il bosse pour une société privée, mais qui a un statut particulier parce qu'elle est mandatée par le public. Et lui, il gère un certain type d'organisation dans l'hôpital. Alors parfois, il me raconte ce qu'il fait, et c'est vraiment une usine à gaz. C'est lunaire, où t'as des gens, ils sont payés pour rédiger des codes destinés aux personnes ayant une trisomie 21, en leur faisant un joli tableau avec des couleurs. Genre le mec, il va passer dessus, genre un truc comme, je sais pas moi, 46 heures de travail, payé par le contribuable à je sais pas combien de milliers d'euros, pour que, ouais, t'aies genre une personne sur 1 million qui, avec un peu de chance, tombe sur le panneau, quoi. Donc, c'est un peu lunaire. Très bien, ben... Il faut se dire que ce sont des choses qui sont imposées par la loi. Tu vois, il doit y avoir plein de règlements à la con, de décrets bizarres qui s'appliquent au secteur de la santé où on leur dit, vous devez garantir un espace sûr et inclusif, et donc t'as tout un tas de consultants qui viennent faire des usines à gaz. Mais à propos de trisomique, je vous recommande fortement la comédie d'Artus. Un petit truc en plus, c'est très marrant et ça dure pas très longtemps. A-t-elle été financée par le CNC? Sans doute. Mais en fait, c'est un film qui, de base, n'aurait pas dû être diffusé dans les grandes salles de cinéma. La plupart des grands diffuseurs avaient refusé de le diffuser parce que c'est un film avec des trisomiques et des handicapés. Mais le film a bénéficié d'un bon bouche à oreille et du coup les grands diffuseurs finalement ont pris le film et l'ont diffusé dans toutes les grandes salles qu'on connaît, hein, les UGC, les Gaumont-Pathé, etc. Et comme quoi on peut avoir des films qui fonctionnent sans avoir été portés initialement par des gros budgets. Très bien. Bon, roulement de tambour, mon cher Alors, Robert. Robert, il a envie de résumer quand même ce qu'on a vu jusqu'à présent. Notre État français, notre État stratège, repose sur plusieurs piliers. Il y a un gros pilier qui s'appelle l'assurance maladie. Il représente 20% de la dépense publique. Ensuite, on a un autre pilier, notre système d'éducation, qui représente un peu moins de 10%. Et ensuite, on a notre fameux régalien qui, péniblement, de ces 6%, porte notre État français. Mais il reste un quatrième pilier, et un pilier qui est énorme. Et lui, il est robuste. Et lui, il donne envie de vivre en France. Quel est ce pilier, mon cher Maurice? Quel est ce pilier qui représente plus de 26% de la dépense publique? C'est une cheville ouvrière, devrais-je dire, une cheville retraités, car ce sont les retraites de nos boomers préférés, oui, qui représentent 268 €, soit 26,8% de la dépense. Les fameuses retraites qui ne cessent pas de progresser et d'augmenter. En 1995, les retraites, c'était 224 €. Déjà 224 € pour 1000 €. Donc plus de 22%. Et aujourd'hui, 26%. Tu te rends compte de cette progression de fou? On a eu quasiment 20% d'augmentation. C'est 67 fois le budget de la justice. 67 fois le budget de la justice, c'est faux. Et ça fait envie, hein. Et tout cet argent qui est pris dans la poche des actifs et qui ne finit pas dans l'économie réelle, hein. Ça ne finance pas des entreprises, ça ne finance pas la recherche. C'est purement, c'est du vent. Il faut aussi ajouter les 1,7% d'appels qu'on citait tout à l'heure. Donc ça gonfle encore plus. Ce qui porte donc quasiment à 30% de la dépense publique, les retraites.
Attends, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'assurance maladie on le sait, le coût d'un senior est 10 fois plus élevé que celui d'un jeune Après, actif. ça, c'est plus compliqué à estimer, malgré tout. Si, je le mettrai sur le Telegram, il y a une courbe où tu vois combien coûte une personne au cours de sa vie en frais de Alors oui, santé. mais l'assurance maladie, je sais pas si on a des proportions de où va l'argent. Bon, après, faut pas être un membre de la Cour des comptes pour savoir que les vieux coûtent plus cher qu'un jeune en bonne santé. Bon, en tout cas, moi je suis très heureux de voir que nos retraités ont su monopoliser la dépense publique. On les félicite, hein, je pense qu'on peut les applaudir. Et c'est encore une fois l'occasion de rappeler qu'il existe deux placements sans risque pour profiter de l'économie premium, que sont Carnival Corporation et comment s'appelle déjà l'autre et, et toutes les compagnies de croisière, hein, Costa, etc. Ah oui, ouais. Comme quoi, la France peut être un paradis à condition d'être né dans les années 50. Je te taperai un peu aussi. Très bien. Ben, mon cher Maurice, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les retraites ou on passe directement à la partie défi? Alors moi, rendez l'argent, c'est tout ce que j'ai à dire. Et retraite par capitalisation au plus vite, Ah oui, clairement. s'il vous plaît. Oui, 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 non. Oui, après, tu vois, moi, je l'ai déjà dit lors d'un autre épisode. Moi, président, bon, évidemment, je ferai un grand ménage de printemps. Mais j'ai aussi une proposition à faire qui est l'année blanche. T'avais-je déjà parlé de mon projet d'année blanche? Je crois que tu nous en avais parlé dans l'épisode sur, je crois que c'était les élections européennes. C'est possible. Alors, le concept de l'année blanche est tout simple. Il parle d'un constat. Le constat est le suivant. Les retraités sont plus riches que les actifs et ont une capacité d'épargne beaucoup plus élevée. À partir de ce constat et de celui que l'on vient de faire en pointant du doigt la part énorme de dépenses faites pour les retraites, eh bien, je pourrais proposer que pendant 1 ou 2 ans, on ne verse plus aucune retraite. Zéro peanuts, sauf évidemment un fonds de garantie pour nos petits vieux précaires, et qui permettrait d'un coup, tu vois, genre, bim, 30% de plus sur le budget, et à mon avis, ça réglerait tout un tas de problèmes. Ah, très bien. Bah, on pourra donc sucrer toutes les retraites des ministres, des maires et de tous nos fonctionnaires préférés. Alors, mon cher Maurice, sais-tu que nous avons un problème de déficit? 5,5. Alors, il y a le déficit exprimé en pourcentage du PIB, c'est-à-dire tout l'argent que l'on dépense et qu'on n'a pas par rapport au PIB réalisé au cours de l'année. Mais il y a aussi le déficit budgétaire. Donc le déficit budgétaire, c'est en gros les recettes, enfin les dépenses de l'État divisées par les recettes de l'État moins 1. Et ça, c'est très effrayant parce qu'on est sur un déficit qui est de l'ordre de 50%. Et on a le déficit public. Alors le déficit public, c'est le ratio entre d'un côté la dépense publique qu'on a vu et les recettes publiques. Les recettes. Et donc les dépenses publiques, ça représente 57% du PIB et les recettes, c'est 51,5% du PIB. Donc c'est tout l'argent qu'on nous sous-doit. Et il se trouve que il y a un petit écart. On a vu 57%, 51,5%, et cet écart, c'est un écart de 10%. Et ce qu'il faudrait pour redresser la France et pour éviter qu'on voit DSK du FMI débarquer à notre porte, c'est régler ce problème de dépenses publiques. Alors je te propose de reprendre ce tableau que nous avions sous les yeux et de trouver l'argent où il est. Il faut qu'on arrive à virer 100 € d'ici la fin de cet épisode. Ça va être assez simple. Ça va être même très simple. Protection sociale, dont retraite. Hop, 268 économisés. C'est bon, moi je pense qu'on peut être plus ambitieux que 10%. On peut faire de l'excédent budgétaire. Oui.
Alors là, tu vois, genre, les retraites, assurance maladie, moi je garderais. Ouais, c'est quand même bien que les travailleurs puissent se payer des soins quand ils sont malades et Oui, qu'on oui. puisse soigner ses enfants. Donc, en fin de compte, l'assurance maladie, ça serait plutôt un travail de réorganisation et de réduction des frais plus que tu vois, de se dire je leur coupe le budget et de faire des économies de cette façon-là. Alors moi je te propose quelque chose, c'est qu'on vire totalement les retraites. Très Et bien. sur les retraites, on vire les 100 euros dont on n'a pas besoin. Enfin les 100 euros qui créent le déficit. Et avec ce qui nous reste, on va renforcer massivement des domaines qui nous plaisent. Alors il nous reste, mettons, 168 euros. Et je te propose Mhm. de distribuer des bonbons. Alors moi, je vais commencer, et sur ces 168 euros, j'aimerais donner 100 euros aux régaliens. Oui, ça, je suis bien d'accord. Moi, je donnerais 100 euros aux régaliens aussi, en augmentant la justice, clairement, parce que je pense que son rôle est sous-estimé, et sécurité et défense. Ouais, moi, ce serait en priorité justice, puis défense, hein. On a Mhm. envie de contenter malgré tout tous les actionnaires Car, de Dassault et oui, de Thales, hein. parce que de toute façon, défense, l'emploi que tu en fais, en cas de besoin, tu peux très bien le rebasculer sur sécurité. Assurément. Et alors les 68 euros qui Très nous restent, on peut les répartir, je Moi, pense, entre l'éducation et la recherche. alors éducation, c'est déjà suffisamment gourmand comme ça. Tu ne penses pas? Ben, moi, je pense malgré tout il y a un problème qui est réel et qui avait été soulevé par notre cher Émeric, le prof entrepreneur, c'est que les profs sont pas assez bien payés. Et l'effet que ça a, c'est que tu attires des gens médiocres et, Et ça les rend et paresseux. paresseux ou déprimés, etc. Parce que quand tu fais un métier, quand tu viens juste et que t'es pas bon, ben t'es pas bon et tu vas pas donner des bons résultats. Mais quand tu es quelqu'un de motivé et que tu es mal payé, au bout d'un moment, tu deviens improductif. Et je pense qu'une Oui. réforme qu'il faudrait à l'éducation, c'est déjà bien mieux payer les profs, mais être aussi capable de les virer plus facilement pour garder un effet compétitif et que ce ne soit pas des fonctionnaires ad vitam aeternam. Et on a déjà parlé aussi du chèque éducation, qui est un modèle scandinave, n'est-ce pas? Exactement, l'excellent modèle Et suédois. qu'on pourrait implémenter dans notre système. Nous, au régime des actifs, on est tout pour le fait de copier sur son voisin et de prendre ce qui marche et délaisser ce qui ne marche pas. Exactement. Comme des bons Français que nous sommes, nous faisons de l'espionnage industriel. Ah ben, Airbus Alors, ne s'est pas fait tout seul, mon cher Maurice. et notre bombe atomique non plus. Et alors, le Très reste bien. dans la Alors, recherche. oui, si tu veux. Est-ce qu'on va Pourquoi pas. enfin faire ce fameux cloud européen? Va-t-on confier tout l'argent de la dépense publique à OVH? Comme ça, on aura à la fois le cloud et le barbecue. On a dépensé notre excédent, on a coupé dans les retraites, on a dit que l'assurance maladie, on le gardait tel quel, quitte à faire des économies plus tard. Alors, famille, chômage, je préfère les garder pour l'instant, peut-être revenir plus tard. Alors, APL, ça sort, APL, direct. ça dégage. Ouais. Solidarité, ça dégage direct aussi. C'est simple. APL et solidarité, on peut les mettre partout, même dans des domaines rigolos. Tiens, on va les mettre dans les crédits d'impôt et les soutiens aux entreprises. Donc, les dépenses sectorielles. Soutien aux entreprises, bah, ça dépend, on peut laisser tel quel. Transport et équipement collectif, ça peut clairement être réduit. Je vois pas pourquoi le privé pourrait pas faire des bus mieux que ceux du public. Oui, le reste, j'ai pas forcément envie d'y toucher, hein, malgré tout. Moi, je suis plus... Culture, on a dit que ça dépendait. Je suis quand même plus inquiété par la dépense et le poids des retraites que par le poids des dépenses en culture, sachant que malgré tout dans la culture, on a aussi une grosse intervention du privé, ce qui me pose plus de problèmes avec les dépenses qu'on fait dans la culture et dans l'audiovisuel en général, c'est qu'en fait les modes de financement sont assez opaques et la façon dont on va attribuer à telle ou telle personne
un budget, c'est parfois un peu douteux. Et à mon avis, il n'y a pas forcément des réformes à faire en termes de budget, mais plus des réformes à faire en termes de transparence et de fonctionnement. Et il y a aussi quand même tout un tas d'organismes à privatiser, hein. On pense très fort à Radio France et à France Télévisions. Alors, en fin de compte, le dernier poste dans lequel on peut tailler dans l'art, c'est tout ce qui est administration publique. Oui, bah, privatisons tout ça. On privatise tout ça, les préfectures, les ambassades, les consulats, les caisses de sécurité sociale. Afuera. Afuera. Afuera, 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 afuera. Alors, quel est ton avis sur allocation familiale? C'est un peu compliqué. En fait, le problème de l'allocation familiale, c'est que c'est une béquille qu'on te donne après t'avoir cassé les jambes. De base, ça a été fait pour permettre aux classes moyennes d'avoir plus d'argent et de faire des enfants. Mais récemment, je crois que c'était sous le mandat Macron, je sais plus si c'est Macron ou Hollande, on a réformé la caisse des allocations familiales et il y a tout un tas de subventions que les classes moyennes pouvaient toucher avant et maintenant qu'ils peuvent plus toucher parce que c'est conditionné au salaire. Et ça se retrouve à être juste une façon de financer le téléviseur et la machine à laver de nos chères têtes blondes et crépues des classes modestes. Alors moi je serais pour rendre ce genre d'allocation inconditionnel et pour les donner peut-être même si en fait conditionnel et en priorité aux populations travailleuses et actives. Oui, en fin de compte, il faut déterminer l'objectif de l'allocation familiale. Je pense qu'il est double dans l'esprit de la loi tel qu'il est aujourd'hui. D'un côté, le fait de favoriser, encourager le fait de faire des enfants, d'avoir des familles nombreuses. Et d'un autre côté, permettre à des familles plus précaires de ne pas se retrouver sous l'eau du fait que ils doivent avoir à charge plusieurs enfants. Aujourd'hui, on le fait par le biais de chèques, tu l'as dit, ça peut donc finir dans les mauvaises mains et donc être dépensé de la mauvaise façon. Néanmoins, moi je suis d'avis d'inscrire dans le programme du régime des actifs le fait d'insister et d'avoir une politique nataliste agressive et financer une copine pour tous et des marmots pour tous. Mais il faudrait trouver la façon de réaliser cela et peut-être que la meilleure façon serait de réduire les impôts des familles. Très bonne idée, hein. Si tu as moins de charges à payer, si c'est plus facile de trouver un logement, ça devient tout de suite plus envisageable de faire des enfants. Parce que tu vois, si tu gagnes bien ta vie, tu seras plus apte à dépenser ton argent de façon judicieuse. Tandis que lorsque tu reçois un chèque en disant ta carte blanche, tu peux le dépenser n'importe comment. Et c'est ce qui s'était passé pendant le Covid aux États-Unis où on avait eu un rebond du Bitcoin aussi grâce au chèque qui était versé par l'État gracieusement à tout un tas de personnes et qui finissait par pumper les cryptos. Sur ces sages paroles, mon cher Maurice, je te propose de dire au revoir et bonne soirée à nos chers auditeurs. Nous avons réussi à résoudre le problème de la dépense publique. Nous avons trouvé un programme excellent qui permet de résoudre à la fois les problèmes de régalien, d'éducation, de manque d'enfants et de capacité d'épargne des jeunes actifs. Faisons des enfants, faisons-nous plein de bisous et empochons plein de dividendes. Et surtout, n'oubliez pas, si le passé c'est bien, l'avenir c'est beaucoup mieux. Et en plus de ça, nous vous recommandons vivement et chaleureusement de vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Le YouTube qui ne reçoit pas assez d'amour, notre Spotify. Nous avons toutes les émissions sur Deezer, sur Apple Podcast. Et surtout, la nouveauté du mois de septembre, c'est le merveilleux canal Telegram. On vous attend nombreux. Gros bisous et à la prochaine. Hello, hello, Elohim, ouais. Hello, hello, Elohim, ouais. Hello, hello, Elohim, ouais. Hello, hello, Elohim, ouais.
les fils de Cain. On nous a trompés depuis longtemps. Oui, nous avons été trompés. Dieu n'existe pas. Nous avons été créés par les Elohim. Je suis raïen et si fier de ma religion. Les messages sont pour moi une priorité. Les Elohim sont mes pères créateurs. Et Raël, mon prophète bien-aimé. Je suis raélien et suis fier de ma religion. Les messages sont pour moi une priorité. Les Elohim sont mes